Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Eberron est tout simplement le meilleur univers jamais écrit pour Donjons et Dragons. Bon ok, je vous vois ceux dans le fond là qui parlent de Planescape, vous avez pas tout à fait tort, et on reparlera de Planescape dans une autre vidéo. Mais moi, là, je vais vous parler de Eberron, de pourquoi j'aime beaucoup ce cadre de campagne pour Donjons, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur cet univers. Alors, vous savez, Donjons et Dragons n'a pas d'univers attitré, c'est-à-dire que il y a plusieurs univers, on parle de multivers, hein, le plus connu, ce sont les royaumes oubliés, notamment parce que ça a été vraiment popularisé grâce à Baldur's Gate et aux autres licences de jeux vidéo. Moi-même, j'ai découvert Donjons et Dragons grâce à Baldur's Gate 1 à l'époque. Mais en fait, Baldur's Gate n'est pas les Royaumes Oubliés n'est pas le seul univers, ni même le plus ancien. Il y en a au moins une bonne dizaine d'autres. Greyhawk, Mystara, Darksun, etc. Et Eberron, c'est, je crois, le plus jeune d'entre eux. Alors, je vais tout vous expliquer sur cet univers qui a vraiment une esthétique steampunk très épique et plein de magie extrêmement bien intégrée dans le design imaginaire de ce cadre de campagne. Mais avant, il faut revenir un peu en arrière. Euh, Eberron, ça a été lancé, ça a été créé plutôt en 2002. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur le cadre à l'époque, euh, TSR, qui était la première société qui éditait Donjons et Dragons, était en quasi-faillite et s'est fait racheter par Wizards of the Coast, une jeune boîte qui était pleine de pognon, notamment grâce à l'un de ces petits jeux qui avait pas mal marché, qui s'appelle Magic. Donc, Wizard rachète fin des années 90, peut-être 2000, le TSR, l'ancienne maison d'édition, va faire le ménage un peu dans les publications, parce qu'il y a beaucoup de publications en termes de bouquins, de romans, de livres de jeux, en termes de règles aussi, parce que Wizard va lancer la troisième édition de Donjons et Dragons, qui est une édition qui a été extrêmement populaire, qui a vraiment très bien marché. Mais c'est pas tout, Wizard va aussi avoir la volonté de lancer son propre univers comme un nouveau socle de fiction pour les publications à venir sur Donjons et Dragons. Bah parce qu'à l'époque, c'est un peu le bazar et il y a beaucoup d'univers différents qui ont été conçus et je pense que Wizard veut un peu simplifier, faciliter l'accès à la gamme en disant non, non, mais là on va repartir sur une base qui est la nôtre. Bon, problème, comment est-ce qu'on fait pour créer un nouvel univers de toutes pièces qui soit aussi intéressant, inspirant que les Royaumes oubliés, que Dragonlance, que différents mondes imaginaires qui ont été pensés par des grands auteurs, par des écrivains, avec des milliers de joueurs qui ont arpenté et qui connaissent par cœur ces mondes de fiction. La tâche n'est pas aisée. Donc Wizard va tout simplement organiser un concours d'écriture et va dire voilà, il nous faut un nouvel univers, proposez vos idées et le gagnant sera notre nouveau socle pour notre nouvel univers qui verra de nouvelles publications et de nouveaux produits officiels. Bon, je pense que le concours a pas mal marché, hein. En tant que maître de jeu, on a tous un petit coin d'univers, un petit royaume, quelque chose, un petit bout d'imaginaire griffonné dans un coin. Wizard a reçu plus de 11 000 publications. Voilà, 11 000. Bon, tout était peut-être pas fou, mais sur les 11 000, vous imaginez bien qu'il y avait des choses très qualitatives, des publications créées par des auteurs professionnels, etc. Alors, on va couper tout suspense. C'est Eberron qui a gagné, bien sûr. Donc, une création de Case Baker. Alors, je vous passe les détails sur ce concours qui était épique avec différentes phases de sélection des poules. Enfin, c'était pire que la Champions League. Mais au final, c'est cet univers-là qui va être choisi. Et pour de nombreuses raisons. Ça, je vais vous l'expliquer. Mais pour moi, ça fait aucun doute que c'était une perle. Et Wizard a vraiment fait un très bon choix. Case Baker gagne ce concours en 2002, le premier bouquin sort en 2004, et en fait, Eberron va avoir des publications donc officielles en troisième édition, quatrième édition, en cinquième édition, donc l'édition actuelle, même si c'est assez pauvre, hein, parce que j'ai voilà, Eberron Rising from the Last War, qui est le seul bouquin publié officiellement par Wizard of the Coast.
en anglais uniquement, très malheureusement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est un univers qui est pas forcément très joué, j'ai remarqué chez les francophones, et c'est vraiment dommage. Il faut savoir que Case Baker a publié pas mal d'autres bouquins pour ceux qui veulent creuser le sujet, au-delà du livre Rising from the Last War. Donc tous ces suppléments, vous pouvez les trouver sur DM's Guide, qui est l'outil de publication pour les éditeurs tiers estampillés officiels Donjons et Dragons. Pourquoi j'aime autant Eberron? Rapidement, Eberron, c'est un univers donc, qui a un aspect, une esthétique assez steampunk, mais en fait, c'est pas vraiment la vapeur qui va animer toutes ces machines et cette espèce d'air industriel qu'on va rencontrer, mais c'est bien la magie. C'est-à-dire que sur Eberron, Kees Baker a vraiment, euh, pour moi, répondu à un gros problème, à quelque chose que je n'aime pas dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que euh, j'ai une espèce de suspension d'incrédulité. On a des paysans qui galèrent et qui sont affamés et qui vivent une vie misérable à gratter la terre, et à côté de ça, vous avez un magicien de niveau 15 qui a la possibilité de faire apparaître des moissons luxuriantes, de soigner tous les malades du village, etc. Enfin, il y a une espèce de problème entre euh, une société qui prend tous nos pires clichés sur le Moyen Âge, et à côté de ça, une magie qui est extrêmement puissante, très présente, les dieux existent, il y a des créatures fantastiques au pouvoir terrifiant de partout, mais ça colle pas. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours eu un problème dans on va dire, un peu les univers Donjons et Dragons, cette dichotomie entre quelque chose qu'on veut un peu médiéval réaliste et une magie omniprésente. L'auteur d'Eberron a dit: moi, je veux bâtir un univers cohérent où il y a de la magie, parce que c'est dans les règles du jeu. Un magicien de niveau 5, ça jette des boules de feu, et ça a un impact sur mon univers. C'est-à-dire que la société, l'économie, la géopolitique de ce monde imaginaire que je crée, il va être cohérent. Et donc, c'est ça, Eberron, c'est un monde où on a une magie qui est omniprésente et qui a une saveur, du coup, presque de technologie, c'est-à-dire que sur Eberron, les aventuriers vont pouvoir emprunter un train. Alors c'est pas une machine à vapeur dans la loco, c'est un élémental d'air qui est enchaîné et qui tire la loco vers l'avant. De même pour les dirigeables, etc. On a une industrie naissante, on a des cartels commerciaux, on a même Charnes, la cité des tours, qui est une ville gratte-ciel. Donc on a tout ce goût-là qui fait un peu steampunk, mais en même temps, on est bien dans un univers médiéval classique, c'est-à-dire que vous avez des chevaliers, des épées, etc. Et le tout est du coup incroyablement plus cohérent que ce qu'on peut retrouver, je trouve, dans des Medfan un peu classiques, parce que l'auteur va vraiment, sans lourdeur, mais réussir à donner cette saveur high fantasy euh, très cohérente. Donc là, je vous ai ajouté plein de paillettes et montrer un univers qui est vraiment magique, high fantasy. Vous dites, ok, c'est joli, ça brille, mais c'est quoi un peu le cœur de l'histoire d'Eberron? Eberron, comme le nom du dernier bouquin l'indique, c'est Rising from the Last War, c'est-à-dire que nos personnages vont jouer quelques années après une guerre terrible. Il y a eu par le passé un grand royaume humain qui a éclaté en plusieurs royaumes, 5 royaumes principaux, des nations différentes en fait. Ça va entraîner une longue guerre civile, une sorte de guerre de 100 ans. Mais il faut imaginer une guerre de 100 ans qui se mue en guerre totale, un peu comme nos premières et secondes guerres mondiales, mais dans un univers où vous avez des mages de combat, des occultistes qui peuvent invoquer des démons, etc. Donc on va vraiment aller, notamment vers la fin de la guerre, vers une guerre terrible qui va monter en puissance et en catastrophe et en destruction. Et en fait, cette guerre, elle va s'arrêter, les grands royaumes vont signer une paix, une trêve, euh, tout simplement parce que arrive un jour où il y a l'un des royaumes, le royaume de Styr, qui est du jour au lendemain totalement annihilé, oblitéré de la carte, par une immense catastrophe, quelque chose qu'on va nommer le deuil, le jour du deuil. Le royaume a été recouvert d'une brume, d'un nuage vraiment gris d'essence maléfique. Et en fait, ce royaume n'existe plus. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. C'est des milliers et des milliers de réfugiés sur les routes qui ont réussi à fuir le deuil à temps. Et donc ça terrifie tellement toutes les autres nations qui ne savent pas
ce qui a causé cette terrible destruction? Est-ce que c'est l'un des royaumes qui a réussi à trouver une arme secrète d'une puissance terrible? Est-ce que c'est le royaume de Cyr qui a voulu développer une arme, faire quelque chose, que ça leur échappait hors de contrôle? Bref, on ne sait pas. Et comme tout le monde a vu qu'il y avait une bombe nucléaire, mais personne ne sait qui peut appuyer sur le bouton, ça déclenche une trêve, et nos personnages vont jouer quelques années après le début de cette paix. C'est-à-dire que la guerre s'est arrêtée, elle a été terrible, elle a vraiment marqué le continent de Corvair où se situent les aventures, mais par contre, on est sur un monde qui est à reconstruire. C'est-à-dire que maintenant c'est la paix, voilà, il y a des nouvelles nations qui vont émerger, il y a plein de nouvelles possibilités d'enrichissement, d'aventures qui sont offertes à nos personnages. Et ça donne une saveur, je trouve, positive à ce qu'on va jouer, tout en ayant la gravité du passé, hein, des actes terribles qu'il y a eu pendant cette guerre. Et cette espèce d'inversion par rapport à ce qu'on trouve classiquement en médiéval fantastique, où vous savez qu'il y a toujours le danger qui arrive de l'invasion des armées du Seigneur des Ténèbres et il va y avoir une guerre terrible, épique. Bah non, à Eberron, c'est terminé, cette guerre épique, elle a eu lieu et en fait, on va jouer l'après. Et vraiment, cette espèce d'inversion narrative, elle est excellente. Je fais un petit parallèle, pourquoi l'Empire contre-attaque est le meilleur film Star Wars et l'un des grands films du cinéma de manière globale. Bah, dans l'Empire contre-attaque, la bataille, elle n'a pas lieu à la fin, elle a lieu au début de l'histoire, c'est ce qui lance l'histoire, et en plus, c'est les gentils qui la perdent. Donc voilà, c'est un peu ça, Eberron, c'est cette idée que on joue après la guerre et qu'il y a plein de choses à faire. Mais qu'est-ce qu'on va y jouer? C'est du Donjon et Dragon, c'est-à-dire que nos personnages restent des héros, c'est vraiment l'idée de faire des aventures pulp, on joue pas le chasseur de rats de Warhammer ou le petit enquêteur de Cthulhu, nos personnages, c'est les règles de donjon, donc ils sont puissants, et en fait, il y a vraiment un monde à explorer qui est extrêmement bien décrit, qui donne envie. Il y a de l'exotisme partout, de l'originalité. Chaque région fait vraiment envie. Chaque paragraphe, c'est une invitation à l'aventure, une amorce de scénario qui est excellente. Et donc, on a vraiment envie de faire de l'exploration, de déclencher des aventures qui vont être géniales. Et c'est ça le cœur d'Eberron, parce que ça reste Donjons et Dragons. Et en même temps, cette aventure pulp, elle est mêlée à ce que l'auteur décrit comme étant proche du noir, donc du courant littéraire noir, donc on pourrait dire un peu comme des vieux polars, où en fait on n'est pas dans quelque chose de manichéen. Il y a euh, un monde qui est réellement décrit en nuances de gris. Voilà, on sort d'une guerre terrible. Chaque personnage a été affecté d'une manière ou d'une autre par cette guerre, parce que vous avez perdu des proches, parce que vous avez peut-être été combattant et commis des choses atroces pendant cette guerre. Euh, il va pas avoir de méchants manichéens. Par exemple, sur le continent de Corvair, vous allez croiser des armées de morts-vivants. C'est un classique de la fantasy. Sauf que là, ces morts-vivants sont pas créé par un atroce nécromancien vivant dans une crypte ou par le Seigneur des Ténèbres. Non, c'est tout simplement le royaume de Karnat, qui était l'une des nations impliquées dans la guerre, qui au bout d'un moment s'est dit que c'est pas parce que les soldats étaient morts qu'ils allaient s'arrêter de combattre, on avait trop besoin d'eux pour défendre la patrie, et donc a instauré une nécromancie militaire, et ça a vraiment été intégré dans sa société et dans ses forces combattantes. Est-ce que c'est bien ou mal? Bah, pour un citoyen de Karnat, c'est normal, c'est comme ça, il fallait se défendre pendant la guerre. Forcément, pour les autres nations, c'est un peu répugnant. Mais enfin voilà, ça montre qu'avec un élément classique de fantasy qui est une créature du mal, le zombie, on va dire, ou le squelette, bah là, en fait, on va le tourner un peu de manière à oui, mais il y avait des raisons. Et en fait, le monde des Béron est vraiment décrit comme ça, ce qui fait que à côté de ce côté, enfin, de cette envie de faire plein d'aventures débridées, il y a toujours un fond. Je vais pas dire réaliste, c'est pas forcément l'idée, mais où on va pouvoir mettre peut-être un poil plus de drama, un poil plus de tension dans faire des choix moraux pour vos joueurs, et c'est vraiment intéressant. Euh, Forcément, ça se passe après une grande guerre, Eberron, donc ça va être très facile d'impliquer vos personnages. Chacun a perdu quelque chose. Peut-être que un tel était un déserteur, a agi lâchement. Au contraire, l'autre est un héros. Il y a peut-être deux joueurs qui vont se haïr parce qu'en fait,
ils ont combattu dans des unités et des camps opposés, mais là ils se retrouvent réunis dans le groupe. Enfin, on peut facilement vraiment créer de l'histoire pour vos joueurs en liant vos personnages, mais au-delà de ça, qui est vraiment sympa, c'est que comme la guerre vient de se terminer, tout à reconstruire et vous avez vraiment le monde qui va bouger et qui va évoluer. C'est pas juste au niveau de vos personnages, c'est les nations autour qui vont. Il y aura des tensions parce que forcément il y a peut-être certains royaumes qui préparent un réarmement ou qui s'estiment lésés et qui veulent reprendre une ville que la nation adverse a réussi à inclure dans le traité de paix. Donc vous allez pouvoir jouer sur de la diplomatie, sur de l'espionnage, sur des. euh, carrément des aventures au niveau géopolitique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce monde va bouger et vous pouvez faire plus que juste du porte-monstre trésor dans Eberron, c'est vraiment très facile. L'une des choses que j'aime le plus, c'est que euh, c'est simple, Case Baker, il avait pour consigne de faire du Donjon et Dragon, c'est-à-dire que tout ce qui fait un peu le sel des poncifs de Medfan, un peu ce qu'on pourrait appeler le Dungeon Verse, c'est-à-dire que vous allez avoir des magiciens, des nains, des elfes, des spectateurs et des mimiques, enfin vous voyez tout le bestiaire classique de Donjon et Dragon, bah, lui il avait pour consigne de le conserver dans son univers. Moi perso ça m'embête un peu toute cette Medfan, euh, cette fantasy ultra classique, et ce qui est génial dans le travail de cet auteur, c'est que oui, vous allez retrouver des nains, des elfes et tous les poncifs du genre, mais toujours avec une saveur particulière. C'est-à-dire que ça va toujours être un peu twisté et rendu intéressant par une originalité. Par exemple, vous allez avoir des alphelins, l'équivalent des hobbits dans Donjons et Dragons, mais oubliez les alphelins qui vivent tranquilles dans des jolies maisons sous la colline. Les Alphins d'Eberron, c'est des nomades qui vivent dans les grandes plaines et qui chevauchent des dinosaures. Les orques sont de terribles combattants, mais ils passent la plupart de leur temps à se battre contre les démons qui occupent leur territoire, et donc ils sont pas du tout foncièrement méchants. Euh, nos elfes ont réussi à créer une nation qui est devenue indépendante suite à la guerre, mais en fait, parce que c'était une nation extrêmement militariste, et les elfes sont des terribles mercenaires, de terribles combattants qui font bien peur à leurs voisins. Voilà, on oublie l'elfe rêveur qui regarde des étoiles en jouant de la lyre, c'est pas du tout l'idée. À chaque fois, chaque élément classique de donge, vous allez le retrouver, mais du coup, avec un cadre et lié de manière à l'univers où bah, moi je trouve ça super cool et vraiment original. Et c'est ça en fait qui me parle beaucoup dans Eberron, dans cet univers, c'est que euh, on va pouvoir faire tout ce qui fait le jeu et le sel de nos parties de donjon, et c'était bien ça le cahier des charges de l'auteur, c'était de créer un monde où on va pouvoir vivre des aventures qui sont un régal. Et en même temps, le monde qu'on va parcourir, il me donne pas le sentiment d'être fait comme en carton-pâte, comme ce qu'on peut voir des fois dans des choses un peu plus basiques, comme les Royaumes oubliés ou d'autres. Euh, c'est pour ça que c'est un univers qui est vraiment à découvrir et à creuser. Pourquoi pas faire vos prochaines parties dedans. Moi, c'est mon coup de cœur pour la cinquième édition, et je voulais le partager parce que du fait de sa non-traduction en français, c'est pas l'univers le plus connu. Jetez-y un coup d'œil. Je vous y encourage et vous aurez le temps d'étudier ça, le temps que je prépare une vidéo sur mon deuxième grand coup de cœur qui est Planescape, qui lui vient d'être réédité en anglais. Voilà, donc foncez sur Eberron, Rising from the Last War, et tous les autres éléments que vous pouvez trouver sur internet, hein. Il y a encore du matos pour la troisième et la quatrième édition qui est trouvable en français. Voilà, et bienvenue sur Corvair. Allez, merci à tous et à bientôt. Au revoir.